Bonjour Simon Belka, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc chef de projet de Renaissance Fusion, entreprise créée en 2019 par le physicien italien Francesco Volpe. Avant de parler de vos défis, ils sont nombreux. On va faire un peu de pédagogie. Il faut expliquer ce qu'est la fusion nucléaire. Quelle différence avec la fission nucléaire que l'on connaît, qui est industrialisée, on va dire, depuis de nombreuses décennies. Exactement. Donc, la fusion nucléaire, comme son nom l'indique, c'est une énergie nucléaire. Par contre, dans la fission, on va en fait prendre des atomes très lourd, d'uranium, qu'on va en fait casser pour pouvoir générer de l'énergie. Et en fait, la fusion, c'est le processus inverse. On va prendre des atomes légers, des atomes d'hydrogène, qu'on va faire fusionner. Et c'est ça qui va aussi générer énormément d'énergie. C'est un potentiel énergétique qui est beaucoup plus important que la fission nucléaire ? Pas forcément, ça va être à peu près la même gamme de puissance, par exemple, pour les réacteurs. Par contre, il y a des avantages intrinsèques à la fusion. Ça va être notamment la sécurité, les aspects de sûreté de fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de réaction en chaîne possible dans un réacteur à fusion, contrairement à la fission. Donc ça, c'est un gros avantage, et beaucoup moins de radioactivité, puisqu'il n'y a pas de produit radioactif qui sort de la réaction de fusion. Donc il n'y a pas de déchets nucléaires, il y aura beaucoup moins de déchets nucléaires. Il y aura beaucoup moins de déchets nucléaires avec des durées de vie beaucoup plus faibles. D'accord, donc c'est évidemment un enjeu très important. On parle d'une énergie abondante, décarbonée et pilotable. Ça veut dire quoi ce pilotable ? Pilotable, c'est l'idée de s'adapter à la demande en électricité, puisque c'est très difficile de stocker de l'énergie. Et en fait, les énergies nucléaires ont cet avantage de pouvoir s'adapter à la demande. Et c'est vraiment un gros avantage, par exemple, par rapport aux énergies renouvelables. Bon. On voit tous les avantages, sauf que pour l'instant, ils sont virtuels. Il faut être honnête. C'est même pas un marathon, c'est une succession de marathons, la fusion nucléaire. Alors, c'est une très longue course scientifique. Elle a débuté quand ? Et puis, alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la suite de la question. Quand est-ce que ça peut aboutir ? Donc, ça a débuté dans les années 50. Donc, on bénéficie quand même de plus de 70 ans de recherche sur la fusion nucléaire. Il y a plusieurs concepts qui ont été lancés. Donc, les principaux, c'est le tokamak et le stellarator. Peut-être on reviendra sur ces notions. Et donc, quand est-ce que ça peut aboutir ? C'est toujours la grande question dans la fusion. Mais il y a aujourd'hui une quarantaine de startups qui se sont lancées dans la fusion, et toutes visent un premier réacteur, un réacteur pilote qui serait connecté au réseau dans la décennie 2030. Donc, c'est relativement rapide. C'est relativement rapide. Évidemment, c'est un gros challenge à relever, mais c'est vraiment l'objectif pour la plupart de ces startups, dont Renaissance Fusion. Alors, le tokamak, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un spécialiste, ça correspond au projet ITER à Cadarache, qui est un projet gigantesque qui mobilise une trentaine, je crois, plus de 35 pays en Europe et dans le monde. Vous avez, avec Renaissance Fusion, fait un choix différent, c'est ça ? On a fait un choix différent, donc c'est une architecture différente de réacteur qui s'appelle Stellarator. Donc ça a été inventé à peu près en même temps que le tokamak. Simplement, le tokamak s'est développé plus rapidement parce que c'est plus facile à construire. Par contre, le tokamak, c'est quelque chose qui est pulsé, donc ça va générer des réactions de fusion pendant quelques minutes et ensuite il va falloir arrêter. Donc si on se projette dans une application commerciale, ça va pas être très efficace. Et c'est là que le Stellarator, il a énormément d'avantages, puisque lui, il permet de créer ces réactions de fusion en continu. Donc on a un réacteur qui est plus efficace, plus efficient. Alors, vous nous l'avez dit, c'est une course qui a commencé il y a longtemps, peut-être un aboutissement dans la décennie de 2030. Il y a des investisseurs qui évidemment y croient. Je crois que vous avez levé 15 millions d'euros en tour d'amorçage. C'est beaucoup pour une première levée de fonds, mais il en faudra beaucoup d'autres. Ça mobilise, ça doit mobiliser. On va parler de financement de la transformation énergétique juste après. Ça doit mobiliser combien de millions d'euros d'après vous ? Alors, ça va mobiliser pas mal de capitaux, effectivement. Donc là, avec ces 15 millions d'euros, ça nous permet de démontrer nos briques technologiques, notamment sur les aimants, qui sont clés dans la fusion par confinement magnétique. Donc là, on a une première phase de 2 ans où on va avoir besoin justement de ces 15 millions d'euros, voire même un petit peu plus. Ensuite, on aura une deuxième phase où on va construire un réacteur prototype qui sera à une échelle un peu plus petite pour démontrer une rentabilité énergétique. Donc là, on envisage des montants autour de 600 millions d'euros pour ça. Et enfin, un dernier réacteur qui serait le réacteur pilote, qui lui serait aux alentours de 1 milliard d'euros
avec l'hypothèse qu'on puisse quand même récupérer une partie d'un réseau secondaire existant pour exploiter la chaleur. Alors d'ici là, il y a déjà des brevets qui ont été déposés. Vous parliez d'aimants, c'est ça? Alors il y a plusieurs technologies. Moi, je ne suis pas sûr de tout bien comprendre, mais ce qui est intéressant économiquement, c'est que ce sont des technologies qui peuvent aussi servir dans d'autres secteurs, donc qui sont commercialisables, si on parle d'investissement, de retour sur investissement, un peu plus vite, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a plusieurs applications pour les aimants. C'est pour ça qu'on souhaite générer des revenus plus tôt, à partir de 2025. En fait, on va fabriquer des matériaux qu'on appelle supraconducteurs, et c'est eux qui permettent de créer des aimants très puissants. Et donc, ça va permettre potentiellement de vraiment faire des percées technologiques dans d'autres secteurs, par exemple l'imagerie médicale, le stockage de l'énergie, les accélérateurs de particules ou encore les éoliennes. Il y a aussi un brevet sur des parois à métal liquide à l'intérieur du réacteur. Oui, alors ça c'est je lis, parce que pour être sûr de... C'est une spécificité de Renaissance Fusion, c'est qu'en fait on envisage des parois métal liquide qui vont permettre d'absorber la chaleur de la réaction, la communiquer au réseau secondaire, et ils vont permettre également de protéger des parois solides pour diminuer la radioactivité à l'intérieur du réacteur. Donc le brevet, il est déposé, ça veut dire que l'industrialisation, elle peut suivre assez vite? Alors là, on n'est pas encore vraiment sur de l'industrialisation pure et dure, parce qu'on doit démontrer d'abord ces briques technologiques. Donc c'est un nombre d'expériences qu'on doit faire, de démonstrateurs, et c'est justement l'objet de cette première phase. Une fois qu'on aura démontré ça, là, on pourra passer sur de l'industrialisation, notamment sur les aimants, à partir de 2025. Donc il y a cette volonté, je le disais en titre, de construire des réacteurs plus petits et donc moins chers. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, en fait, plus votre réacteur est grand, plus ça va coûter cher, plus ça va être difficile à construire. Et donc, avoir quelque chose de raisonnablement petit, ça va être un avantage à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, on revient sur les aimants. Plus les aimants sont puissants, plus on peut diminuer la taille du réacteur. En doublant le champ magnétique à l'intérieur du réacteur, on peut diminuer la taille du réacteur d'un facteur 4. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de startups qui travaillent sur ces aimants. Idéalement, vous nous l'avez dit, premier réacteur dans Renaissance Fusion, milieu des années 30, c'est ça? Alors voilà, on va rester prudent, mais ce serait, nous on préfère parler de décennie 2030. Décennie 2030. Il y a aussi des délais administratifs, il faut trouver un site, donc il faut rester, il y a tous les aspects de sûreté évidemment, donc il faut rester quand même prudent sur les dates. On faisait référence au projet ITER à Cadarache. Vous êtes concurrent, vous êtes complémentaire, comment vous vous positionnez par rapport à ça? On n'est pas concurrent. En fait, ITER, c'est un projet de recherche scientifique qui n'a pas pour but de commercialiser un produit, alors que les startups, justement, sont complémentaires. Elles peuvent bénéficier de cette recherche. Elles peuvent aussi apporter des briques pour la recherche, les aimants, par exemple. Mais leur but, c'est vraiment à la fin de développer un produit ou des produits qui seront commercialisables. Donc on voit que c'est complémentaire, c'est vraiment deux approches différentes, mais qui peuvent s'entraider. Il y a beaucoup je disais fleuron français en titre, il y a beaucoup d'autres entreprises, en France ou ailleurs, qui sont sur sur ce défi technologique que vous êtes en train de relever? Alors il y a une quarantaine de startups dans le monde, plus d'une vingtaine aux États-Unis. On est la seule en France, mais il y en a en Europe, il y en a 4 aujourd'hui, par exemple en Allemagne, une en Suède, une en Italie. Donc c'est en train de se développer. On était une des premières en Europe. Est-ce qu'il y a les pouvoirs publics derrière vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est presque une nouvelle filière dont vous êtes en train de nous parler? Est-ce que les pouvoirs publics, français et européens évidemment, parce que ça se joue aussi là, y croient et sont derrière vous? Alors on a la chance d'avoir quand même un plan qui a été lancé par le gouvernement, France 2030, qui prévoit un appel à projet pour des réacteurs nucléaires innovants qui ouvre la porte à la fission comme à la fusion. Et donc on a postulé justement à cet appel à projet. L'instruction est en cours. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté politique en France, en tout cas, de pousser vers ces solutions. En Europe, ça paraît encore peut-être... ça repose beaucoup quand même sur ITER. Il n'y a pas encore ce push vers les startups. Mais c'est une vraie question, on va terminer là-dessus, parce que ITER, c'est gigantesque et c'est donc très... ça dévore beaucoup d'argent public potentiel. Est-ce que, vous nous dites, c'est de la recherche pure, il n'y aura peut-être pas forcément de débouchés commerciaux. Est-ce que c'est logique ?
C'est-à-dire que ce n'est pas leur but. C'est-à-dire que derrière, il faut des startups qui prennent le relais de cette recherche scientifique. Et donc, ça va bénéficier justement à bâtir tout un écosystème parce qu'il y aura ceux qui font le réacteur, ceux qui font les aimants, ceux qui font le carburant. Enfin, c'est vraiment toute une industrie qui va pouvoir se développer derrière. Une industrie européenne, on l'espère. Merci beaucoup. Merci Simon Belka et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Justement, on y reste. Comment financer la transition, la transformation énergétique ?